Alors, bienvenue à vous tous pour cette heure qui suit. On est en train d'inviter tranquillement tout le monde. Hélène, pendant que je fais les petites manipulations d'usage, est-ce que tu veux bien tranquillement présenter l'heure qui suit? Mais oui, un sujet super passionnant, hein, vu le nombre de personnes inscrites. Euh, donc, on parlera des partenaires, des choix inconscients des partenaires. C'est un sujet que j'aime beaucoup parce que je pense que c'est le lieu, le secteur de vie où le transgénérationnel s'invite beaucoup, beaucoup, toujours. Et même dans les couples voilà, qui se recomposent, etc., les ancêtres s'invitent encore, même si on a beaucoup travaillé dessus. Voilà, donc il y a beaucoup de choses à dire. Alors, pour vous donner un petit peu le cadre de l'heure qui suit, parce que c'est déjà, on aimerait bien faire connaissance avec vous. Donc, si vous voulez avoir la gentillesse de nous dire si on se connaît déjà, je vois déjà des noms que je connais avec grand plaisir. Si c'est la Oui. première fois qu'on se rencontre, d'où vous venez aussi, dans quelle région vous vivez, c'est toujours intéressant de le savoir. Et puis nous, de notre côté, on va partir sur une première demi-heure où on va échanger sur le sujet, on va vous donner quelques éclairages sur ce sujet-là du choix inconscient de nos partenaires de vie à travers le prisme de l'histoire de ma famille. Et la deuxième demi-heure, elle vous est complètement consacrée pour que vous puissiez poser les questions qui vous intéressent. Alors, comme ce moment-là est enregistré, puisqu'il y aura un replay, j'ai deux choses importantes à vous dire. La première, c'est que vous n'apparaîtrez pas dans le replay. Là, nous, on se voit, on est entre nous, mais sur le replay, il n'y aura que moi et Hélène. Et quand vous prenez la parole, si vous décidez de vous exprimer pour poser votre question, prenez soin de rester anonyme pour pouvoir poser vos questions et qu'on ne puisse pas vous identifier par la suite. Voilà. Ça, c'est important de le dire pour qu'on puisse être tous en sécurité par rapport à ça. Il y a Et que les ancêtres continuent à bien dormir. voilà, tout à fait. Donc aujourd'hui, c'est la thématique du couple. Alors évidemment, le couple, il se joue entre deux individus, mais aussi à travers l'histoire du clan familial. Et il y a énormément d'histoires passionnantes qui se racontent à travers ça. Et la proposition d'aujourd'hui, c'est à travers tous les témoignages, les histoires qu'on va pouvoir développer ensemble, pouvoir peut-être trouver des résonances par rapport à notre propre histoire, à notre propre couple, couple passé, couple présent, couple souhaité, je ne sais pas, on va en parler, mais voilà. Mm. Donc Hélène, si tu veux bien, on peut commencer par ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire la place du conjoint dans le couple. Mon rapport à l'autre, c'est une chose, ça c'est la sphère de ma famille plutôt intime. Mais qu'est-ce que ça raconte le choix de mon partenaire ou de ma partenaire de vie au sein de ma famille? Est-ce qu'il y a une incidence? Est-ce que je choisis mon ou ma partenaire par rapport à mon histoire familiale et dans quelle mesure? Oui, oui. Alors, au-delà des clichés où on dit qu'une femme rencontre dans son conjoint son père et puis que le garçon rencontre sa mère, ça va beaucoup plus loin. On peut rencontrer des cousins, cousines, des frères et sœurs à travers nos partenaires. L'intérêt du couple, avant tout, c'est de faire perpétuer le clan. Donc, le couple est indispensable pour que le clan perdure. Donc, il y a aussi des mémoires que nous portons encore dans l'inconscient collectif et l'inconscient familial du fait qu'il y a une obligation d'être en couple. D'ailleurs, même encore aujourd'hui, c'est compliqué de faire admettre qu'on peut avoir choisi d'être célibataire, de rester célibataire. Donc, on a aussi ce choix imposé des mariages arrangés, ce choix aussi de perpétuer la race, le nom. Donc, il y a ce côté aussi qu'on va, bon gré, mal gré, aussi faire perpétuer aussi à travers nos choix. Le partenaire, il vient apporter du sang neuf dans le clan. Il est, pour un clan sain, il est obligatoire qu'il y ait du sang nouveau. Et donc, il va y avoir aussi un appel inconscient à chercher l'autre. D'ailleurs, notre partenaire reste toujours, entre guillemets, un étranger.
il n'apparaît pas dans les situations de crise familiale, dans les conseils de famille, voilà, pour beaucoup, hein. Et donc, il va y avoir aussi qu'est-ce qui m'attire à chercher quelqu'un qui est peut-être différent, mais en même temps qui va ressembler pour être accepté. C'est ça aussi la grande difficulté du choix des partenaires. On a toujours peur de présenter quelqu'un qui ne va pas correspondre aux attentes. Et donc, on va craindre de présenter quelqu'un qui peut paraître atypique, trop différent, ou trop semblable pour faire de l'ombre à un père ou une mère omniprésente aussi. Il va y avoir aussi toutes ces petites choses inconscientes qui sont là. Est-ce que du coup, inconsciemment, ça peut être aussi la réaction inverse, c'est-à-dire d'aller chercher un partenaire qui va être complètement en rébellion par rapport à l'histoire du clan pour justement aller chercher une place qui soit justement dissociée de la famille, mais en réaction du coup aussi. Oui. Et pour le coup, on n'est pas libre du clan, ni dans le modèle et le contre-modèle. Mais ça peut aussi être l'histoire d'un conjoint qui va nous aider à affirmer notre côté rebelle. Et donc, à deux, on est peut-être plus fort. Et donc, on va choisir volontairement quelqu'un qui va nous appuyer dans notre offensive. Voilà, alors du coup, on cumule les difficultés d'être accepté. Voilà. Donc, Voilà. en fait, ça a un lien très étroit avec ce principe de loyauté à la famille. C'est d'ailleurs un live qu'on avait fait ensemble sur ce sujet-là. Est-ce que je dois être loyale à ma famille ou est-ce que je le suis inconsciemment ou au contraire, j'ai besoin de m'en détacher? Ça peut se jouer aussi à travers l'histoire du couple, en fait, hein. Oui, le choix du partenaire, il va beaucoup parler de loyauté. Par exemple, si je suis une fille en lien très fort avec mon père qui est grand, blond, les yeux bleus, pour ne pas faire d'ombre à mon père, je peux choisir un partenaire qui est tout le contraire. Petit, brun, les yeux marrons. Mon père ne sera pas ainsi détrôné. Ou alors, la deuxième possibilité, c'est de choisir quelqu'un qui lui ressemble, comme pour lui amener un fils, du coup, qui lui ressemble beaucoup. Voilà. Alors, amener un fils, amener une fille, ça existe aussi beaucoup, par exemple, dans les clans où il y a des décès qui sont un petit peu douloureux. Par exemple, ma mère a perdu son frère très jeune. Le frangin est décédé très tôt, mettons à 20 ans. Il s'appelait Michel. Eh bien, peut-être que moi, inconsciemment, mon conjoint va s'appeler Michel. Je vais le choisir comme pour dire à ma mère, bah, tu vois, je te ramène ton frère. Voilà. Hein, donc, les loyautés, elles se nichent de façon très cachée, mais en même temps flagrante. Donc, c'est ça aussi. Est-ce que tu l'identifies aussi quelquefois dans tes consultations dans la sphère professionnelle? Je m'explique, je rencontre mon ou ma partenaire qui va avoir le métier. Ma famille est une famille de boulangers. Je vais rencontrer un homme ou une femme qui peut être aussi prendre la suite de l'entreprise familiale. Oui, 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 c'est ce qu'on appelle les mariages d'intérêt. En fait, ça a beaucoup existé hein, autrefois et ça continue à exister encore hein, pour des entreprises, pour des artisans, pour voilà, diverses sociétés, des propriétaires agricoles aussi. Donc, ça existait dans nos mémoires et ça peut perdurer, bien sûr. Ou alors, je peux rencontrer un monsieur, par exemple, Fougas, parce que mes parents sont boulangers. Voilà, ça existait. Un monsieur Poulet, parce que ma mère était charcutière. Voilà, par exemple. Hein. Donc, c'est des petits clins d'œil, mais qui montrent aussi que le clan, il est là. Hein, il est présent. Voilà. Alors, tu as exprimé tout à l'heure, on discutait un petit peu avant de vous retrouver. Il y avait quelque chose justement par rapport à cette histoire de loyauté qui, alors c'est peut-être pas tout à fait lié à ça, tu vas nous le dire, mais quelquefois on rencontre toujours, alors quand je dis toujours, c'est qu'il y a un schéma répétitif, hein, c'est pas un toujours absolu,
on est en général attiré par quelqu'un qui va être extrêmement différent. Alors, par exemple, on a toujours un ou une partenaire de couleur de peau différente parce que c'est notre choix. Est-ce qu'inconsciemment, il y a une histoire qui se raconte par rapport à la famille? Peut-être, hein, parce que c'est toujours des hypothèses, hein, c'est jamais des vérités absolues, hein, les conversations qu'on a, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui se raconte par rapport à ça? Oui, oui, alors c'est bien de le rappeler, ne nous croyez pas, laissez Oui. vibrer en vous ce qui va résonner juste pour vous. Sinon, ben voilà, vous laissez passer l'info. Hein. Euh, Bien souvent, oui, il y a des personnes qui vont se dire, ben moi je rencontre toujours, je suis attirée par la race africaine. Voilà. Et déjà, première piste, je vais demander, est-ce que dans le clan, il y a un ancêtre qui a travaillé, qui a vécu, qui a eu une histoire avec l'Afrique? Donc ça peut être un ancêtre qui a fait son service militaire ou la guerre là-bas, qui a rencontré peut-être quelqu'un, c'est un secret, mais du coup, ce territoire est resté un petit peu dans l'inconscient familial. Et puis, ça veut dire aussi, autre piste à explorer, et ça, je l'ai vu souvent, c'est que dans les clans où il y a de l'inceste, ça veut dire que le danger est avec ceux qui sont du même sang que nous. Et donc, la solution, voilà, la solution qui est trouvée, c'est de trouver quelqu'un qui a une autre race, une autre religion, une autre couleur de peau. Au moins, je suis sûre que je ne fais pas de l'inceste. Voilà. Donc, inceste connu ou pas, hein, parce que quelquefois le secret est bien caché et que la personne ne sait même pas qu'il y a de l'inceste, mais c'est une des pistes que l'on peut explorer en psychogénéalogie. Euh, alors, moi, j'aurais aimé qu'on prenne un temps pour parler des blessures avec lesquelles on grandit, avec lesquelles on arrive au monde, les blessures émotionnelles. On en a déjà développé quelques-unes, hein, la blessure d'abandon. Enfin, on avait parlé de ça plusieurs fois. Et en fait, ça vient se rejouer dans le couple. Donc, des blessures, hein, que moi, je peux ressentir dans ma vie, mais aussi des blessures que je porte à travers les générations. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que, par exemple, la blessure d'abandon, euh, elle est souvent activée dans la recherche de couple ou dans le célibat d'ailleurs. Il va y avoir des personnes qui vont s'engager dans une relation et vite la quitter pour éviter d'être abandonnées. Ou alors qui vont être dans des attachements qui sont même peut-être maladifs, parce que de peur d'être abandonnés, vont accepter, vont sacrifier des facettes de leur personnalité pour continuer à vivre ce couple à tout prix. Voilà. Donc, il va y avoir des partenaires qui vont être sensibles. En fait, la rencontre d'un partenaire, c'est une personne qui a des failles que on ressent très vite. Et le partenaire, c'est la personne qui va nous faire le plus bouger parce qu'elle va appuyer volontairement ou involontairement, bien souvent, sur nos failles, sur nos boutons rouges. Et tout de suite, ça va s'allumer. Et on va être d'autant plus réactif que c'est quelqu'un de très proche et que l'on aime. Et donc, c'est pour ça que l'on dit, donc Jodorowsky, par exemple, disait, l'union avec l'autre est une situation privilégiée pour approfondir le travail sur soi. C'est la personne essentielle pour nous faire cheminer, pour nous faire avancer. Voilà. Et donc, en fait, il va y avoir des rencontres de blessures. Le rejet, l'abandon, la trahison, l'humiliation, l'injustice. Voilà. Hein. Et donc, selon nos blessures prépondérantes, on va forcément rencontrer les bonnes personnes qui vont nous faire travailler ces blessures-là. Jusqu'à ce que petit à petit, on se soigne l'un l'autre, hein, parce que le partenaire, c'est le compagnon, la compagne qui va vraiment nous aider à cheminer. Et on peut peut-être dire qu'un couple se forme pour solutionner certaines choses dans notre vie. Et puis peut-être que ce couple va perdurer en trouvant d'autres choses à solutionner ou pas. Et là, il y a peut-être séparation.
Pour les personnes qui sont plutôt visuelles, moi j'utilise un objet que j'affectionne beaucoup, quelquefois en consultation, pour illustrer ce que tu viens de dire, Hélène. Alors j'espère que ça va aller à l'écran. Je ne sais pas si vous voyez, à la base, c'est un visage. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cet objet-là. Quand on évoque cette histoire de couple et de relation à l'autre, moi j'aime beaucoup cette image d'imaginer, si vous voulez, un être avec une faille, ce que tu exprimais à l'instant, hein, Hélène, où j'ai une blessure émotionnelle qui, pour l'instant, est encore un peu une plaie béante, hein, par moment, voilà, vive. Oui. Et alors, inconsciemment, je vais aller chercher une personne qui aurait un pic, c'est-à-dire qu'on a tous les deux le même terreau, la même blessure. Un abandonneur va aller chercher un abandonnable et vice-versa. Et la rencontre peut se faire sur ce terrain-là. Je dis bien peut se faire, d'accord? Et la proposition, c'est évidemment de mettre de la conscience sur ce que moi, je suis en train d'aller chercher, d'essayer d'être, je dirais, un rond un peu plus complet et un peu plus parfait, à travers mon couple ou pas, hein, d'ailleurs, c'est vraiment une histoire très personnelle. Mais le couple est très utile à ça. C'est un terrain d'expérience fantastique. Et de sentir que moi, je peux travailler ma faille et que du coup, l'autre va devoir travailler son pic. Et c'est là qu'on aura un tournant au sein du couple qui se prendra ou pas, ça après c'est l'histoire de chacun, mais il y a vraiment quelque chose qui se joue là. En première partie de vie, c'est flagrant, c'est, je dirais, le premier appât dans les couples, et plus je mets de la conscience sur ce qui se passe, et plus j'arrive à le travailler, à le vivre différemment, je dirais. C'est pas un mal, hein, c'est ni un mal ni un bien, on est fait de ça. On est fait de ça. Et qu'est-ce qu'on en fait au sein du couple après? C'est ça. Bien souvent, on attend beaucoup du partenaire pour qu'il vienne combler tous nos manques, le manque d'amour, le manque d'attention, d'affection que nos parents ne nous ont pas donné peut-être. Et donc, lui, ben, il est un peu dépassé. Alors, on le voit particulièrement quand il y a, par exemple, un jumeau survivant et qui a perdu dans le ventre de la maman son jumeau ou sa jumelle. Donc, il va y avoir une quête absolue, perpétuelle, durant sa vie, de quelqu'un qui remplace ce jumeau, même si cette personne ne sait pas qu'elle a perdu quelqu'un dans le ventre maternel. Donc, il va y avoir toujours ce pas assez qui est là, cette quête d'absolu, d'amour inconditionnel qui existe. Alors là, on le voit vraiment dans ces failles-là. Ouais, donc, chaque partenaire est complètement démuni, en fait, et se rend bien compte qu'il est attendu pour quelqu'un qui n'est pas lui, hein, qui ne lui ressemble pas. C'est quelqu'un d'autre derrière. Donc, ça peut être un jumeau disparu, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a beaucoup manqué dans la vie de nos ancêtres et dont le deuil n'a jamais été fait, entre guillemets, dont le processus a été figé. Et donc, un des descendants va prendre en charge cette quête d'absolu, d'amour, d'attente, de présence, etc. Voilà, donc ça, on le voit souvent. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, qui sont aujourd'hui célibataires ou enfin peu importe, qui ne sont pas en couple aujourd'hui, il y a aussi là peut-être quelque chose qui se joue par rapport à l'histoire familiale. C'est-à-dire, on parle du couple, mais on peut parler aussi de ce couple peut-être idéalisé ou qui ne vient pas, peut-être par rapport à l'histoire familiale. Est-ce que ce sont des situations que tu rencontres, toi, en consultation, ça? Oui. L'idée, c'est d'explorer un petit peu les couples modèles qui nous ont servi d'appui pour idéaliser notre vision du couple. Ça va être aussi quels sont les couples qui m'ont servi de contre-modèle que je ne veux surtout pas répéter dans ma vie. Et quelquefois, on s'aperçoit, encore hier, qu'il y avait une jeune femme qui me disait, ben, en fait, j'ai pas de couple amoureux dans mon clan. Ils ne se sont pas vraiment aimés pour ce qu'ils étaient l'un et l'autre. Ils se sont utilisés. Voilà. Hein, donc, quand on fait cette petite enquête sur quelle vision du couple on s'appuie, ben, déjà, ça peut déblayer un petit peu notre chemin. Le célibat, ça peut venir aussi
de couples, par exemple, qui se sont toujours fait la guerre. Et donc, pourquoi moi me mettre en couple et rentrer en guerre avec mon conjoint? J'ai ce modèle sous les yeux perpétuellement. Et donc, voilà, j'ai pas trop envie. Le célibat aussi, ça peut être aussi en mémoire de toutes ces personnes, ces grands-mères, ces mères, ces tantes, peut-être les hommes aussi, hein, certains grands-pères qui voulaient surtout pas d'enfants, surtout pas se marier, qui auraient voulu être des aventuriers, des femmes célibataires à une époque où ça ne se faisait pas, qui voulaient travailler, ne pas avoir d'enfants. Hier, dans l'arbre que j'explorais, il y avait une femme, une grand-mère, qui disait, je ne voulais pas d'enfants. Elle en a eu 15. Ben voilà. Hein. Donc, en fait, le célibat, il peut expliquer aussi cette volonté de se sentir plus libre et d'oser affirmer ça. Ça peut aussi vouloir dire, je ne veux pas perpétuer cette lignée ou ces lignées parce que j'ai honte, parce que je ne veux pas transmettre le nom. Là aussi, il peut y avoir beaucoup de souffrance dans ce cas-là. Tu exprimais dans un autre live quelque chose qui, en tout cas, moi, me paraît précieux, c'est qu'on garde la mémoire des 4 générations précédentes. C'est-à-dire, on peut aller réfléchir à l'histoire de nos parents, peut-être nos grands-parents si on les a connus, mais tu exprimais que ça pouvait aller la génération encore au-dessus. Il y avait une espèce de lien sur 4 générations qui se faisait. Voilà. 4 ou 5, hein, voilà. En fait, l'idée, on s'aperçoit que dans nos problématiques vécues aujourd'hui, il peut y avoir une clé qui appartient à la génération des arrière-grands-parents ou la génération de dessus. Souvent, quand on a travaillé de génération en génération un peu sur soi, qu'on a déblayé un petit peu devant notre porte, l'énergie va s'arrêter et donc ne va pas se perpétuer. Sauf dans le cas où on renforce avec d'autres secrets qui viennent rajouter à chaque génération des choses. Mais autrement, on peut dire que l'énergie de quelque chose de toxique ou de nocif ou de douloureux peut s'épuiser au bout de 3-4 générations. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir comment ont vécu nos arrière-grands-parents. Et là, même si on ne les a pas connus, rencontrés, on peut avoir déjà des parents ou des grands-parents qui nous en parlent. On va faire aussi de l'histoire, de la géographie, où ils ont habité, qu'est-ce qu'ils ont traversé comme difficultés, comme histoire, comme guerre. Et donc, on va se faire une idée de ce qu'ils ont vécu. Voilà. Et puis, quand on lance en séance des pistes, on peut dire peut-être que l'arrière-grand-mère, elle a vécu ça dans ce contexte-là, ça peut être possible. Eh bien, notre corps, le corps de la consultante, même si elle ne les a jamais rencontrés, peut vibrer, ressentir des choses, dire oui, c'est possible, c'est plausible, c'est voilà, hein, c'est notre corps qui réagit et on peut avoir des émotions très fortes pour des gens qu'on n'a jamais vus. Donc ça, c'est le côté voilà, un peu transmission inconsciente qui est là. Alors, on arrive bientôt au terme de la demi-heure, donc vous pouvez commencer à poser vos questions. Ça peut être une question qui vous concerne évidemment. Prenez soin dans la manière dont vous posez la question à rester prudent par rapport à ce que vous nommez. Hein, pas de nom, pas de choses comme ça pour que l'anonymat soit respecté. Mais pour autant, n'hésitez pas par rapport à ce choix inconscient d'un partenaire, d'un conjoint. Si vous avez des questions par rapport à votre histoire familiale, il y a peut-être déjà des pistes qui ont commencé à arriver. Ce sera vraiment un plaisir d'y répondre. Vous pouvez le faire soit en parlant, dans ce cas-là, vous levez la main et puis on vous donne la parole et on discute. Soit si vous préférez écrire, c'est complètement possible aussi. Et dans ce cas-là, je serai votre voix auprès d'Hélène pour poser la question, tout simplement. Hélène, pendant que les questions sont en train de se préparer, est-ce qu'il y a quelque chose qui se raconte dans le choix de mon conjoint inconsciemment sur le fait de constituer moi ma famille comme ont pu le faire mes parents, mes grands-parents et les générations d'avant? Est-ce qu'il y a un choix pour créer la cellule familiale? Est-ce qu'il y a quelque chose avec ça ou pas forcément?
Ah oui, alors pas forcément, c'est vraiment personnel, individuel. Chacun va ressentir le poids du clan, ou non d'ailleurs. Chacun va ressentir un vécu particulier, des liens particuliers avec certains ancêtres. Et donc, en fonction de notre place dans ce clan-là et de notre mission par rapport à cette histoire-là, eh bien, on va trouver les bonnes personnes qui vont nous faire cheminer. Hein. Donc, voilà. Le choix du partenaire est vraiment lié à son histoire individuelle dans le clan. Par exemple, sur une fratrie, on peut avoir le besoin, donc un des frères, par exemple, va chercher chez sa conjointe un métier qui va solutionner une problématique qu'il a rencontrée lui. Bon. Dans cette histoire, je pense à une histoire particulière. La maman a toujours été malade. Donc, elle avait vraiment besoin de soins très lourds. Donc, les enfants ont été habitués à soigner leur maman, plus ou moins, etc. L'un des enfants est allé chercher un spécialiste dans le choix de son conjoint pour soigner la maman qui était décédée d'ailleurs, à l'époque où il s'est marié. Mais inconsciemment, il trouvait la solution qui pouvait aider la maman. Lui avait été particulièrement impacté par cette maman souffrante. C'est pas que les autres frères et sœurs ne l'ont pas été impactés, hein, n'ont pas été en souffrance, mais c'était autrement. Eux, ils le vivaient autrement. Voilà. Hein, donc, il va y avoir quelqu'un dans une fratrie qui se met un petit peu plus en situation de réparer certaines choses. Et puis d'autres auront d'autres missions de réparation. Alors, on a une première question de quelqu'un qui nous demande, on rencontre toujours un partenaire pour se réparer. Est-ce qu'à un moment, ça s'arrête, ça ne s'arrête jamais? C'est parti plusieurs fois avec des hommes frères, des hommes mères, des pères. Et je crois que c'est pour ça que ça ne fonctionnait pas. Et oui. Parce qu'en fait, si on cherche le frère adoré qui était complice, qui était super compagnon de jeu, etc., dans notre partenaire de vie adulte, eh bien, on va s'apercevoir au bout d'un moment que ce partenaire, ben, il a des limites, il n'est pas le frère. Voilà. Et donc, on peut, dans tous les choix de nos partenaires, avancer, enlever des couches et aller toujours un petit peu plus profondément. Moi, je pense qu'on passe une vie à éplucher et à aller plus profondément. Et qu'il y aura toujours des petites choses à travailler sur le clan. Mais c'est vrai que au fur et à mesure des couples, il peut y avoir quand même des avancées. Hein. Voilà, pour rester positif, surtout en ce début d'année. euh, on va être attentif et peut-être plus exigeant d'ailleurs. C'est pour ça aussi que certaines personnes arrivent quelquefois à se dire ben, autant rester seul parce qu'en fait, on va s'autoriser peut-être quelque chose qui est nouveau dans le clan et puis ne plus vouloir supporter des souffrances avec quelqu'un d'autre. Voilà, ça peut être aussi ça. Oui, alors c'est pas dogmatique, c'est-à-dire que le fait enfin, être en couple n'est pas une fin en soi. Il y a des gens qui ont une vie absolument très heureuse en étant célibataires. Et ce qui est intéressant, c'est si je souffre de mon célibat et que j'ai envie de faire couple et que je n'y arrive pas, à ce moment-là, je me pose des questions. Mais on part toujours d'une problématique. S'il n'y a pas de problématique, il n'y a pas de sujet. Exactement. Voilà. Exactement. Et d'ailleurs, pour certains célibataires, c'est bien de se poser la question, pour le célibataire qui veut être en couple à tout prix, c'est est-ce que je suis réellement disponible? Par exemple, si j'ai divorcé il y a 3-4 ans, que j'ai des enfants jeunes en bas âge, ils occupent tellement de place dans ma vie que j'ai beau vouloir, avec ma tête, vouloir rencontrer l'âme sœur, eh bien, dans mon quotidien, dans mon agenda, il n'y a pas de place pour l'instant. Donc voilà, est-ce que je suis réellement disponible dans ma vie pour rencontrer? Alors, on a une autre question d'un témoignage qui nous partage. Mon premier partenaire avec qui j'ai eu une histoire d'une dizaine d'années était antillais. J'ai une fille avec lui. J'ai 60 ans passés. J'ai peut-être voulu montrer un côté rebelle que j'avais peu exprimé. En question, hein, avec un point d'interrogation. Alors, peut-être, ou est-ce qu'un des ancêtres
est allé visiter les Antilles, y a habité, a eu une histoire amoureuse avec une Antillaise ou un Antillais, et peut-être que l'inconscient familial circulant très très bien, peut-être que voilà, l'Antille s'est présentée à nouveau. Voilà, hein, ça peut être ça. Et alors, une autre question, est-ce qu'il y a une raison dans le fait qu'une personne tombe amoureuse et elle ait toujours la même réponse qui indique « je ne veux pas risquer de perdre notre amitié, notre relation ». Toujours ce qu'on appelle un coex, hein, quelque chose qui se répète comme ça dans chaque situation. Oui. Alors, j'irai chercher, moi, là derrière le mot amitié, quel est le couple où il n'y avait pas d'amitié? Parce qu'en fait, voilà, les partenaires, il y a de l'amour, mais il y a de l'amitié, voilà, il y a cette complicité, etc. Et donc, peut-être que cette quête avec le mot amitié ou la peur de perdre l'amitié fait référence à des couples qui ont été des modèles ou des contre-modèles. C'était peut-être plutôt ça qui ont renvoyé un petit peu de souffrance. Et on ne veut surtout pas essayer de les répéter. Ça peut être ça. Alors ensuite, on a une question, je te la lis. Bonjour, quelle est la place d'un enfant avorté en psychogénéalogie? Je me pose la question parce que j'ai vécu un avortement que j'ai très bien vécu sur le moment, mais 10 ans après, j'y repense de plus en plus. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose en moi à guérir en lien avec cette expérience. À 30 ans, j'aimerais être mère, mais je n'ai pas rencontré d'homme avec qui réaliser ce projet. Alors, juste, je fais une aparté, on a parlé de l'avortement sur un autre live, je ne sais plus lequel, mais on en avait bien parlé, ça peut vous donner des pistes aussi. Je crois que c'était la place dans la fratrie. Oui, probablement, mais c'est intéressant que vous fassiez le lien entre ça et le fait de ne pas rencontrer d'homme. Là, c'est vous qui faites le lien dans votre question. Oui. Alors, l'enfant avorté, il a une place, bien sûr. Donc, si c'est votre premier enfant, il sera numéro 1. Et les enfants à venir seront numéro 2, 3, etc. Donc, peut-être voir dans le clan comment se vive la place des numéros 2 et numéro 3, parce que là, vous ne rencontrez pas le partenaire pour enclencher une nouvelle grossesse. Ça peut être une des pistes. L'avortement, il a quelque chose de particulier, c'est qu'il laisse beaucoup de séquelles, même si on est dans l'instant, on travaille, on fait le tour de toutes les émotions qui nous traversent, c'est un deuil, etc. Mais il laisse des séquelles parce qu'en fait, c'est souvent des traversées de deuil difficiles. L'entourage ne comprend pas qu'on prenne une décision d'avorter et après qu'on soit triste et qu'on soit mal. Parce qu'ils disent, ben, c'est ta décision, du coup, on passe à autre chose. Le partenaire n'est pas forcément en interaction avec cette difficulté à traverser ce deuil. Il ne va pas forcément comprendre lui aussi. Et donc, il peut y avoir beaucoup de colère après les avortements contre le partenaire qui n'a pas été adéquate dans sa position, dans ses gestes, dans ses mots, etc. Donc, l'avortement vient bien souvent réveiller des attitudes que l'on a perçues chez l'autre qui n'étaient pas suffisamment aidantes pour nous aider. Voilà. Donc, souvent, ça fait partie d'un processus de deuil qui est compliqué. On le voit souvent aussi, enfin moi je le constate en consultation, lors de la ménopause, où les avortements viennent ressurgir, les fausses couches aussi. Voilà, ça amène beaucoup de questionnements à nouveau, même si on a beaucoup travaillé ça. Voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu, mais ça peut empêcher. Alors, on a deux questions qui se rejoignent, donc je vais lire les deux. Et donc, on nous demande si, en fait, donc finalement, est-ce que l'amour désintéressé existe? Parce que dans le sens où nous cherchons toujours forcément une réparation, quelque chose en retour, est-ce qu'il est possible de faire une rencontre complètement neutre? Et c'est une très bonne question. Et j'en profite pour dire aussi le texte d'après, parce que les deux se rejoignent. Du coup, l'amour absolu inconditionnel n'existe pas, enfin, tant que nos blessures ne sont pas guéries, ce qui prend peut-être plusieurs vies. Alors, moi, si je peux me permettre, Oui. je pense que vraiment le couple est un très beau laboratoire et que c'est un chemin.
Et peu importe que ça existe ou pas, ça existe en nous au moment où on a envie de se dire à cet instant-là, je vais agir de manière désintéressée face à l'autre. Que ce soit un quart de seconde, que ce soit à l'échelle d'une vie. Je ne sais pas si... C'est comme si là, on regardait la ligne d'arrivée. J'entends ce que vous dites et évidemment, c'est une question très pertinente. C'est de s'observer, de conscientiser et d'aller chercher cette neutralité qui, pour moi en tout cas, de mon prisme, moi je parle que du mien, permet de mettre l'amour à l'octave supérieure. Mais c'est un chemin. Et de temps en temps, on sent que la faille peut nous rattraper et on le voit et on y travaille. Voilà. Est-ce qu'un jour, ça, c'est un rond parfait? Moi, je n'ai pas la réponse, mais j'y travaille en tout cas. Voilà. Et je trouve que le couple est un laboratoire fantastique pour ça. Et on en a besoin. En fait, le couple, mais ça peut être aussi les amis, hein, quand on réagit, quand on est blessé par rapport à une attitude ou un mot, forcément, ça vient nous aider à soigner quelque chose en nous. Et donc, l'amour inconditionnel existe certainement, mais déjà, il faut qu'on apprenne à s'aimer soi pour voilà, rentrer en relation le mieux possible avec l'autre. Et donc, du coup, moi, je pense que oui, nécessairement, le couple est là pour nous faire cheminer, toujours, toujours et encore. On a besoin de plein de vies encore et encore. Ouais. Et Alors, j'ai vu puis, une question sur le polyamour. ah, j'ai pas vu encore. Ouais. J'ai vu passer ça, elle est plus sur mon écran, polyamour. Alors, moi, tout de suite, ce qui m'a fait tilt dans le mot polyamour, il y a peut-être des histoires cachées de nos ancêtres. Je fais mettre sur l'arbre généalogique les couples officiels, mais aussi on oublie toutes les histoires, les amours, les premiers amours, les histoires de nos militaires qui sont partis 2, 3 ans, 4 ans, les prisonniers de guerre qui ont vécu des histoires d'amour pour certains. Voilà. Et ces histoires non marquées, qui sont restées dans les mémoires, il faut quand même pas, faut bien le noter ça, eh bien, peut-être que ça peut expliquer le besoin de polyamour. Peut-être. Hein, voilà, c'est une des pistes qui me viendrait spontanément comme ça. Alors, on a une autre question. Est-ce que l'homosexualité peut s'expliquer, si on peut vraiment expliquer ça, par l'histoire familiale? Et du coup, est-ce que ce serait un choix de réparation également? Alors, peut-être, peut-être. Sur l'homosexualité, on peut avoir des ancêtres qui l'étaient sans se l'avouer, sans oser le dire ou sans oser le vivre. Aujourd'hui encore, dans certains clans, c'est compliqué, hein, c'est hyper compliqué, c'est refusé pour certains clans encore. Et donc, on peut soupçonner des, euh, des pères, des mères, des oncles, des tantes, des grands-pères avoir eu envie de vivre leur homosexualité sans se l'autoriser et sans être autorisé. Donc, on a des semblants de couple officiels dans le clan. Et puis, par derrière, il y a ces frustrations qui existent. Et les frustrations, c'est quelque chose, c'est une énergie qui circule, j'allais dire, à fond la caisse dans le clan. Et plus il y a de frustration et plus il y a des énergies profondes, puissantes qui circulent. Et donc, on peut soupçonner que quand on a, dans certaines générations, plusieurs, hein, souvent c'est ça, moi je le vois maintenant, où on ose dire et affirmer son homosexualité, mais il n'y en a pas qu'un dans un clan. Hein, il y en a plusieurs qui osent mettre en scène ce qui a peut-être existé de façon complètement cachée ou pas vécue. Voilà. On a un témoignage qui nous dit que c'est une personne qui a toujours eu des partenaires qui ne voulaient pas d'enfants. Donc, elle n'a pas eu d'enfant. Elle est en couple depuis quelques années avec un homme qui a 13 ans de moins qu'elle et qui ne veut pas d'enfant non plus. Et elle se demande pourquoi elle a traversé ça dans sa vie. Elle a aujourd'hui 53 ans. Alors, qui dans le clan aurait voulu vivre une vie sans enfant, peut-être, pour qu'elle rencontre ça? Quel est l'homme qui n'a pas voulu d'enfant et qui aurait voulu ne pas avoir d'enfant et qui en a eu plein
Donc là aussi, une notion d'injustice de l'ancêtre. Voilà. Et puis peut-être voir un petit peu dans ces couples qui ont existé dans son clan, s'il y avait une réelle harmonie et si les personnes osaient exprimer ce qu'elles voulaient vraiment de leur couple. Parce que le couple, il se vit avec deux personnes et ces deux personnes vont créer cette relation. Et quelquefois, on n'a pas du tout la même vision du couple. C'est comme quand on achète une maison. Si on est un couple à acheter une maison, chacun a sa vision de la maison, son idéal. Un couple, c'est exactement pareil. On a un idéal de couple, une vision des choses, et quelquefois, on n'est pas toujours ajusté. Donc, si on ne se parle pas, si on n'échange pas, eh bien, on va peut-être rester en parallèle. Voilà. Donc, ça me fait penser à ça. Je ne sais pas si ça peut répondre. Alors, on a justement sur le témoignage de cette personne qui n'a pas d'enfant qui nous dit quelques lignes après, ma grand-mère a eu 15 enfants. Ah, ok. Alors, peut-être que c'est ce que tu voilà. disais avant même que la question soit posée, tu vois, par anticipation. C'est vrai que dans l'histoire, on fera un live sur la grande histoire au service de la petite histoire, mais oui. quand les femmes subissaient des grossesses à répétition, certaines les choisissaient, mais quand même, il y a eu une période de l'histoire où on avait des enfants toute la vie, en fait. Hein, il y avait il y avait de la souffrance par rapport à ça. Donc, effectivement, on porte, nous, en tant que femmes aussi, ces histoires-là, Oui. probablement, évidemment, inconsciemment, mais il y a ça, Ouais, effectivement. tout à fait. Et donc, vous êtes en lien peut-être avec une ancêtre qui a eu beaucoup d'enfants, qui, dans sa tête, disait, ah, mais qu'est-ce que je rêverais de ne pas avoir d'enfants. Si vous êtes en lien de date de naissance, de date de conception, de prénom, de place dans la fratrie, etc., vous avez cette mission de réparer la souffrance et de soigner cette souffrance de cet ancêtre-là. Peut-être que c'est votre positionnement là. Voilà. Alors, j'ai envie de le répéter parce que c'est très important. Tout ça, ce sont des hypothèses. On n'a pas vos arbres sous les yeux, on n'est pas en consultation individuelle. Donc, tout ce qui est dit demande à être, je dirais, digéré par votre propre histoire et votre propre discernement. Hein, c'est important. Tout à Alors, fait. on a là aussi un truc super intéressant. C'est magnifique hein, ce qui se passe dans les familles, c'est dingue. Une histoire de famille où il n'y a eu que des mariages mixtes. Sa mère, sa tante, elle-même et son frère. Et des reconversions au niveau de la religion. Il y a eu 3 religions et des gens athées aussi, du coup, dans la famille. Et cette personne aimerait comprendre justement d'où viennent ces coïncidences qui certainement n'en sont pas. Il y a quelque chose qui se joue avec ça. Oui, tout à fait. Alors déjà, quand il y a des insistances comme ça, des répétitions comme ça, quelle est la place de la religion voilà, de tout ce que ça entraîne. La religion, c'est un conditionnement, c'est une façon d'être éduqué, c'est des valeurs, etc. Donc, qu'est-ce que ça a mobilisé dans le clan comme énergie, ces religions-là? Et moi, je remonterais aux guerres de religion. Qu'est-ce qui s'est passé pour ce clan-là? Même si ça remonte loin, on est encore pétri des répercussions. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont dû abjurer, qui ont dû se convertir par la force? Comment ça a été vécu, ces guerres de religion? Comment ça a été traversé? Parce que là, du coup, on a quelques générations après le poids et puis ces questionnements-là, ces répétitions-là. Donc après, moi, je penserais aussi le besoin d'aller voir, d'aller capter quelque chose de complètement étranger à notre clan, vient peut-être réveiller quelque chose qui n'est pas étranger. Et donc, du coup, l'inceste symbolique ou réel peut venir hein, en supposition. Voilà. Ça, c'est un point d'interrogation. Alors, tu exprimais quelque chose d'important tout à l'heure et ça revient sur une question. Porte-t-on les blessures d'un ou d'une ancêtre qui portait notre prénom, qui attendait Alors, je vais finir la question, mais tout à l'heure, tu disais une correspondance de prénom, de date, date de naissance ou date de mort. C'est-à-dire que quand on fait l'arbre familial,
Alors moi, j'ai eu la chance de faire mon arbre avec toi, évidemment, et on voit des coïncidences, mais écoutez, on le mettrait dans un film qu'on ne le croirait pas. C'est vrai. Donc, ce que tu exprimais tout à l'heure, c'est intéressant on ne parle pas de correspondance comme ça, gérée par le Oui, grand hasard au sens large. Oui, il y a des correspondances extraordinaires d'une corrélation avec une grande-tante, un grand-oncle, où on va tout voir qu'on a le même prénom que le grand-père. Il y a des choses incroyables quand on oui, creuse. oui, tout à fait. Tout à Et fait. en ça, justement, cette question disait, porte-t-on vraiment les blessures d'un ancêtre qui portait notre prénom, qui attendait impatiemment votre naissance et qui est décédé juste avant? Ok, d'accord. Donc en fait, pour le prénom, c'est aussi comment il nous a été donné ce prénom. Est-ce que c'est si on porte l'intention en donnant le prénom en disant ah, j'adorais ma grand-mère, tu porteras ce prénom pour être aussi bien qu'elle. Sous-entendu, douce, joyeuse, aimante, etc. Là, l'intention, elle charge le bébé. Voilà. Mais si on dit, oh, j'aime ce prénom parce que cette femme le portait tellement bien que je te souhaite une vie heureuse, mon enfant. Et là, l'intention est un peu plus légère. Mais quand même, on a quand même des prénoms. Là, l'occurrence, naissance, décès, une grande attente de cet ancêtre qui décède. Là, il peut y avoir justement le sac à dos qui est chargé. Hmm. Voilà. Donc, c'est intéressant dans ces cas-là de voir comment cette personne a vécu sa vie. Aujourd'hui, on parle du couple, donc comment elle a vécu son couple, comment elle a été heureuse, pas heureuse, en attente, frustrée, etc. Pour voir qu'est-ce qui m'appartient à moi et qu'est-ce que je porte pour la soigner, pour la réparer. Hmm. Ça, c'est important aussi de faire le pas de côté. Et puis en plus, alors évidemment, j'ai absolument aucune réponse à donner là-dessus, mais c'est un prénom composé. Ah, ok. Là. Voilà, ça raconte aussi probablement quelque chose. Hmm. C'est plus si on l'a traité, le choix du prénom. Je ne me rappelle plus. Ça mérite, on le met derrière l'oreille, parce qu'il y a de belles choses à dire là aussi. Alors, on a un autre témoignage qui nous dit, je n'ai pas subi de violence de mes différents couples, je suis divorcée, ma fille avait 4 ans, elle en a 30 maintenant et elle a subi des violences d'au moins 3 partenaires. Elle est célibataire à l'heure actuelle, difficile à comprendre pour une maman. Mon grand-père était violent, alcool entre parenthèses, je ne l'ai jamais connu. Donc, est-ce qu'il y a un lien entre votre fille et votre grand-père, en fait, hein? C'est ça l'essence de la question. Oui, pourquoi elle porterait certaines mémoires, peut-être. Hein, donc Mm. voilà. Et puis, il y a peut-être ce grand-père violent, mais on peut aussi voir d'autres couples. On n'est pas forcément dans la lignée directe hein, en fidélité, en loyauté. Hein. On peut être aussi en fidélité avec des oncles, des tantes, voilà, des grands-oncles, des grandes-tantes aussi. Hein. Leur sang circule aussi en nous. Et donc, voilà, il y a plein de couples à explorer. Mm. Voilà. Alors, on a quelque chose d'intéressant parce que j'y vois une autre question là-dessus, sur les familles recomposées, parce que c'est vraiment un sujet d'actualité maintenant. Donc, on a un témoignage qui nous dit, nous sommes une famille recomposée et les années de naissance des enfants de mon compagnon et de notre enfant, 98, 2001, 2007, 2016, coïncident avec les années de naissance des enfants de mon frère. Donc, Mmh. Ah ouais, 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 tu te rends ouais. compte. Mm. Ouais. Donc Donc, là, il y a un glissé-collé compagnon et frère. oui, oui. Voilà. Mm. Si vous voulez, si par exemple mon compagnon s'appelle Pierre et que mon père s'appelait Pierre, il va y avoir un glissé-collé aussi là. Hein. Et l'inceste est interdit. Je ne peux pas coucher avec mon père, je ne peux pas coucher avec mon frère, mais pourtant, voilà, j'aimerais avoir la même énergie dans mon couple. Donc, je vais rencontrer des partenaires qui vont ressembler à ses frères, ses pères, ses deux sangs. Voilà.
Et donc, il va y avoir, comme si je ne voulais pas, dans cette question, comme si je ne voulais pas oublier mon frère. Il est toujours présent à mes côtés dans mon cœur et je rencontre le compagnon idéal qui vient réveiller cette mémoire-là. Hein. Alors, je parle d'inceste, mais ce n'est pas forcément l'inceste pur. Hein. C'est mon frère, je suis en lien toujours avec lui, je ne peux pas le laisser. Vous savez, c'est comme un frère et une sœur qui épousent une sœur et un frère. Eh bien, ils ne se quittent pas, ils sont très proches. Voilà, hein, c'est un petit peu ça. Je ne quitte pas vraiment mon clan. C'est comme le partenaire qui va s'appeler, par exemple, Monsieur Durand, et que mon père, c'était Monsieur Durand, avec un T, et le partenaire, c'est avec un D. Mais c'est la même, voilà, la même sonorité. Et donc, je ne quitte pas vraiment mon clan, mais je prends quelqu'un d'extérieur aussi. Donc, toujours les petits clins d'œil de la vie. Ça. On a d'ailleurs un Voilà. témoignage. Mon mari a les deux mêmes prénoms que mon père. Eh ben voilà. Quel est le Exactement. lien avec le papa? Et c'est un petit clin d'œil aussi. Hein. C'est par exemple, je trouve une partenaire qui a la même date de naissance que mon frère, par exemple. Voilà. Et ben c'est un petit. Voilà. C'est. Je ne vous oublie pas. Je me marie, mais je ne vous oublie pas. Je suis toujours avec vous. Alors, oui, c'est important, je le dis, mon père et mon mari sont deux hommes formidables. Ouf, ça tombe bien, c'est bien. Alors, on profite, on va pouvoir prendre encore une ou deux questions et puis on sera obligé d'arrêter. En profiter pendant que peut-être vous posez vos dernières questions pour vous dire que enfin, j'aimerais, si tu veux bien, Hélène, prendre quelques instants pour expliquer quel est l'intérêt de travailler son arbre généalogique. Parce que nous, ça nous paraît évidemment presque incontournable aujourd'hui avec tout ce qu'on a pu discuter et voir. Moi, ce que je voudrais juste partager, c'est effectivement quand je veux être mieux dans ma vie, plus consciente de tout ce que je suis en train de jouer dans mon présent, c'est très important de savoir d'où je viens et de savoir ce qui s'est joué avant moi pour pouvoir garder ce que je veux garder, parce qu'il y a aussi de belles ressources, et mettre de côté ce qui ne m'appartient plus. Quel est, je dirais, l'intérêt, avec tes mots, de justement aller à la recherche de son arbre généalogique? Ben, en fait, déjà, c'est très, très libérateur. Ça allège énormément. Quand on rencontre des situations qui se répètent, par exemple, on va se dire, mais c'est pas possible, mais comment ça se fait? Et puis, on va douter de nos capacités à aller vers du nouveau. On est toujours dans les mêmes ornières. Et donc, il va y avoir un petit cinéma dans notre tête qui tourne. Et quand on pose l'arbre, déjà visuellement, c'est un énorme travail. C'est un travail émotionnel de poser chaque personne sur l'arbre et de se positionner dans l'arbre. Voilà, ça c'est un gros, gros travail. Et on va mettre à distance l'histoire de chacun en la racontant. En racontant ce qu'on a pu soupçonner, apprendre d'eux, etc. Donc on va se libérer de quelque chose qui était en nous. On connaît notre histoire, tous plus ou moins, mais de la poser et de la parler, c'est autre chose. On met à distance. Et donc, on va petit à petit comprendre qu'il y a des choses qui vont nous aider à continuer notre chemin, et puis d'autres qui vont nous polluer ce chemin, nous appesantir, nous freiner. Donc, on n'a peut-être plus besoin de continuer à perpétuer. Et c'est en ce sens que je trouve que le transgénérationnel nous amène des clés. Donc, on peut le travailler, notre arbre, tout au long de notre vie. Il y aura toujours des choses nouvelles à explorer. Parce que ça va être le côté professionnel, couple, enfant, relationnel, conflit, deuil, argent, etc. Quoi. Et on peut le prendre sous différents thèmes et l'aborder de façon complètement novatrice à chaque fois.
Alors justement, par rapport à ce travail-là, on a deux belles propositions à vous faire. La première, c'est que ce n'est pas encore mis sur les réseaux, ce sera cet après-midi, je pense, mais on va vous proposer un webinaire pour que vous puissiez travailler de manière individuelle. Alors, on ne va pas faire l'arbre, hein, évidemment, parce que c'est un vrai travail qui prend du temps, mais on va vous proposer des petits exercices pour commencer à réfléchir à votre histoire familiale si vous le souhaitez. Donc ça, ce sera le 24 janvier. On va vous proposer un Zoom à 19 h. Ça durera jusqu'à 20 h, 20 h 30. On échangera un peu comme on est en train de le faire. Et ensuite, on vous fera une proposition avec Hélène de faire une mise en pratique de ce qu'on aura dit par rapport à votre histoire familiale. C'est un travail individuel, évidemment, qui reste pour vous. C'est personnel, il n'y aura pas à le partager, mais ça peut vous donner des pistes. Ça, c'est la première proposition. Et la deuxième, si vous avez envie de plonger dans le grand bain de votre histoire familiale, c'est de vous retrouver au mois de mars. On a prévu un très beau week-end en Ardèche, à côté d'Aubenas, dans un lieu qui s'appelle le Moulin d'Ozon, en pleine nature, pour travailler pendant 2 jours sur votre arbre, à travers le travail de l'arbre, évidemment. Et ensuite, moi, avec ma casquette d'hypnothérapeute, vous accompagner pour conscientiser ce qui a besoin de remonter un petit peu à la surface pour continuer de renseigner cet arbre-là par rapport aux besoins que vous avez dans votre vie aujourd'hui. Eh bien, parfait, en Ardèche, voilà. Donc, on vous parlera du programme du stage le 24 janvier. On vous expliquera plus en détail quels sont les objectifs de ce week-end, ce qu'on va aller chercher, travailler, déceler, débusquer, comment on le fera, et puis on vous donnera un petit peu les modalités, les différentes modalités. Voilà. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, Hélène ? Juste que la société a beaucoup évolué. Et pour conclure, Robert Neuberger disait « On est passé de l'idée que fonder une famille était le ciment du couple à une situation où l'enfant est ce qui met en péril le couple. » Et là, on le voit beaucoup dans les familles recomposées où les enfants peuvent mettre en difficulté le couple qui se recompose. Et voilà. Donc, il y a aussi cette logique du couple qui a évolué et qui n'est plus pareil. En revanche, on porte toujours les mémoires transgénérationnelles des couples tels qu'ils étaient dans l'inconscient collectif encore aujourd'hui. Et donc, il y a ça à nettoyer pour arriver à cette transition-là de nouvelles familles à élaborer. Oui, il y a un nouveau modèle. Un nouveau modèle qui émerge. Ouais. Voilà. Ben on va mettre fin à ce beau rendez-vous. On vous remercie d'avoir passé cette heure avec vous. C'est très agréable, c'est toujours très intéressant. Et merci pour vos questions, pour votre implication, votre confiance. On vous dit à très bientôt, donc le 24 janvier pour le webinaire. On abordera la blessure de rejet le mois prochain, pour le prochain live. Et puis, voilà, peut-être qu'on se rencontrera en mars. Voilà, en présentiel, ensemble. Un grand merci. Oui, il y aura avec plaisir. Tout oui, à il y fait. aura un replay. Oui. On vous l'enverra. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée à tous. Merci.